Cette émission a été rendue possible par nos partenaires du jour, le CNC, France Digital et Back Market. Un grand merci à eux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir le public, merci beaucoup d'être là. Vous êtes super nombreux, ça fait super plaisir. Merci à vous aussi qui nous regardez en direct sur Twitch. Bonsoir à vous qui nous regardez en replay sur YouTube. Et bonjour aussi à ceux qui nous écoutent en podcast. Chers amis, ce soir, une émission Backseat exceptionnelle, une émission en partenariat avec France Digital. On va en parler dans cette salle mythique parisienne, très très belle salle de concert qui s'appelle la Bellevilloise. Très heureux d'être avec vous. Et pour ce before de l'émission Backseat, on va commencer en beauté avec 3 invités de très grande qualité. On commence avec toi, Maya. Salut Maya Noël. Salut Jean. Enchanté. Merci d'être avec nous sur le plateau. Maya, tu es la directrice générale de France Digital, une association que tu vas nous présenter dans quelques minutes. Avant ça, on va présenter Camille Richard. Salut Camille. Bonsoir. Ça va ? Ouais. Camille, tu es en charge de la soutenabilité chez Back Market. Exactement. Pareil, tu nous expliqueras ces deux choses-là. Avec plaisir. Et on est enfin rejoint par Loïc Le Serre. Salut Loïc. Salut. Merci d'être avec nous. Merci. Loïc, toi, tu as créé une entreprise qui s'appelle Fermi, une entreprise basée en Isère. C'est ça ? Merci à tous les trois. D'être avec moi. Donc je le dis depuis tout à l'heure, cette émission est en partenariat avec France Digital. Maya, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc France Digital ? J'adore cette question. Alors, raconte-nous, c'est quoi ? France Digital, c'est quoi ? France Digital, c'est l'association française des startups. Ok. Déjà, d'accord. première question, qu'est-ce qu'une startup ? Ah, vas-y. Une startup, c'est une entreprise qui, en développant une technologie, un usage, va répondre à des problématiques du quotidien et clairement transformer notre société. Un exemple tout bête, alors je vais peut-être parler pour une boomer, mais moi, quand j'étais plus jeune et que je voulais prendre rendez-vous chez un médecin, je me tapais les pages jaunes et plein de coups de fil à passer. Aujourd'hui, on a quoi ? On a Doctolib. Doctolib, ouais. Je sais aussi, je fais partie de l'époque où j'enregistrais mes chansons préférées avec une cassette audio pour pouvoir écouter mon son à la demande. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a Deezer. Et ça, c'est des startups qui changent radicalement notre façon de vivre, tout simplement. Et nous, notre but chez France Digital, c'est de rassembler toutes ces startups françaises et faire en sorte qu'elles soient, au final, aussi puissantes que celles qui gèrent notre quotidien, qui sont souvent américaines. C'est une logique de fédération, on en reparlera. Avant ça, une question qui me brûle les lèvres. Je veux absolument savoir pourquoi digital et pas numérique. Les gens dans le chat veulent savoir, hein, ça je le sais. Ah mais je sais, c'est important. Alors c'est un nom qui a été choisi il y a 11 ans aujourd'hui, parce que l'association a 11 ans. Et c'était un jeu de mots en plus, parce que digital avec un E en plus. Oui, c'est vrai, France Digital. Oui, donc c'est encore plus le rapport au petit doigt. On trouvait ce terme plus sympa que numérique à l'époque, c'est plus parlant, mais bon, je suis d'accord que ça symbolise pas vraiment ce qu'on est. Bon voilà, au moins on aurait eu la réponse parce qu'on se posait cette question. Camille, c'est quoi Back Market ? Explique-nous Back Market. Alors Back Market, c'est une marketplace dédiée à la tech reconditionnée. Donc c'est des produits qui ont été réparés par des spécialistes, donc téléphone, tablette, etc. Donc l'idée, c'est de donner accès à tous à cette tech circulaire qui a été vue par les spécialistes. Et aussi, on peut vendre les appareils dont on ne se sert plus pour leur donner une seconde vie et une nouvelle famille. Ça fait quelle taille Back Market ? Ça représente combien de salariés ? Alors aujourd'hui, on est presque 700. On a environ 10 millions de clients. Ok. Et la plateforme, elle est ouverte dans 18 pays aujourd'hui. Oui, j'allais te demander dans combien de pays vous êtes ? 18 ? 18, donc la majorité en Europe. Ouais. Et aux États-Unis aussi, au Japon aussi, et en Australie depuis cette année. Ça a été créé quand ? 2014, on va avoir 10 ans l'année prochaine. Ah oui, c'est assez jeune en plus comme boîte pour... C'est jeune... Enfin, j'en sais rien, je dis ça, oui, non, c'est vrai qu'il y a des boîtes qui crèvent en 2 ans. C'est jeune sur l'histoire de l'humanité. Pour une start-up, on commence à faire notre âge, ouais. Ça commence à être pas mal. Donc du coup, Back Market, on peut aller acheter des produits reconditionnés, c'est ça ? Voilà, donc moins cher. C'est beaucoup moins cher, c'est environ 70% moins cher qu'un appareil neuf, et tout a été checké par des spécialistes de ça, donc on a les garanties derrière, comme quand on achète
un smartphone neuf, quoi. On voit de plus en plus de pubs back market sur Internet. Ça marche particulièrement bien, back market, ça cartonne? Alors, ça marche bien, on est content. On fait beaucoup de pubs aussi, parce qu'on a envie que les gens connaissent la tech circulaire, connaissent le reconditionné, et puis préfèrent ça à l'achat du neuf, quoi. Et alors toi, en te présentant tout à l'heure, je disais que tu t'occupais de la soutenabilité. Ça veut dire quoi, la soutenabilité dans une entreprise? Alors, la soutenabilité dans une entreprise, ça veut dire mesurer et améliorer l'impact environnemental et social d'une entreprise, particulièrement chez Back Market. Ça veut dire faire en sorte qu'on ait le meilleur impact possible, puisque comme on promeut des produits qui sont reconditionnés, on a un impact positif, puisqu'on évite la production d'appareils neufs. Et du coup, moi, je fais aussi de la sensibilisation justement à cet impact de la tech. Alors, parle-nous un petit peu justement de ça, de cette volonté qu'a Back Market de faire de l'impact. C'est-à-dire que quoi, ça encourage c'est des circuits courts? Non, quand même pas. Alors, il y a des circuits courts et des circuits longs. Ça reste fabriqué en Asie, la haute technologie. Alors, les appareils neufs sont fabriqués en Asie, Ouais. c'est sûr. Après, ils ont une vie, ils sont reconditionnés, donc ils sont reconditionnés en Europe, en France, aux États-Unis, en Chine aussi. Il y a des reconditionneurs partout dans le monde, parce que la réparation, c'est quand même une solution qui existe depuis toujours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et nous, ce qu'on rajoute, c'est un peu la couche confiance garantie. C'est-à-dire qu'en fait, acheter un appareil reconditionné, on peut avoir un peu peur, on peut pas savoir si il va bien marcher ou... Peut-être la différence avec l'occasion. Si tu achètes un téléphone d'occasion, tu sais pas exactement ce qu'il a. Alors que reconditionné, tu as un tampon qui dit t'inquiète, il marche. Exactement, et c'est le moins de problèmes, il est pris en charge, etc. Et donc grâce à ça, on permet d'éviter en fait l'achat de téléphones, de tablettes, d'ordinateurs neufs, parce que produire des appareils tech aujourd'hui, c'est extrêmement polluant sur plein d'aspects. Et ça, c'est pas encore très bien. C'est pour ça qu'une partie de mon job aussi, c'est de parler de ça. Et par exemple, pour vous donner un peu une idée, aujourd'hui, l'impact du digital sur l'impact carbone global, c'est 4%. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est plus que l'aviation. Et c'est en croissance, en plus, je crois. C'est ça. D'ici à 2040, on estime que cet impact il va atteindre 14%, ce qui est quand même énorme. Donc on parle de l'ensemble de l'usage d'outils technologiques, numériques, donc Internet, téléphonie. Tous les usages du digital et la fabrication des appareils, juste la fabrication des appareils, c'est 75% de cette empreinte. Donc il y a un vrai enjeu. Et c'est quelque chose qu'on peut un peu décider de changer collectivement grâce à la circularité et l'économie circulaire dans les appareils de tech, quoi. Loïc Le Serre, toi, donc je le disais, tu es le créateur de Fermi. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est Fermi? Alors Fermi, c'est une start-up, c'est ma 3e start-up, donc j'ai un parcours d'entrepreneur. Oui. Après avoir fait une première dans le web, une deuxième... Faut que tu parles vraiment en face du micro, par contre. Et une deuxième dans la vision, oui, c'est mieux comme ça. La vision pour les voitures autonomes. J'ai voulu lancer un autre projet avec plus d'ambition et puis plus d'impact. Et donc l'idée, c'était d'arriver à solutionner un problème qui est que chacun de nous achète des produits dans un supermarché et des produits qui viennent de 500 km d'ici, alors qu'il y a des fermes à côté qui fabriquent des produits et essayer de trouver... Produits alimentaires, en l'occurrence. Des produits alimentaires, des produits frais. Et l'idée, c'était de trouver une solution technologique pour qu'on puisse passer directement de la ferme au consommateur. Donc c'est du circuit court. C'est du circuit donc ultra court. Et c'est plus que ça. Donc c'est vraiment un atelier de transformation laitière qui est autonome. Donc il est placé à la ferme et il transforme le lait dès qu'il sort de la traite en plus ou moins tous les produits laitiers. Et chacun de nous, avec notre smartphone, on peut dire tiens, demain je veux des yaourts, du fromage, de la raclette. Et la machine va transformer pour nous les produits dont on a besoin et on peut se faire livrer un circuit ultra court. Ça existe depuis combien de temps? Alors, ça fait 3 ans qu'on est sur la R&D parce que c'est un vrai challenge technologique. R&D, ça veut dire quoi? C'est 3 ans qu'on est sur la partie recherche, donc avec une équipe d'une vingtaine d'experts en intelligence artificielle, robotique, vision, IoT, électronique. On a vraiment essayé de lever tous les verrous technologiques, donc tout ce qui empêchait jusqu'à maintenant d'arriver à une solution comme ça. Et on a réussi à mettre au point, du coup, le premier atelier de transformation autonome à la ferme, qui est dans le Vercors pour desservir Grenoble en produits locaux. C'est intéressant parce que tu représentes bien les startups qui ne sont pas parisiennes. C'est un peu un cliché qu'on a spontanément dans les startups. C'est jeune connard en costard-cravate qui vient lever des fonds dans des soirées pince-fesses. Ouais. En vrai, c'est un peu... Non, on est d'accord ou pas? Il y en a un peu comme ça. Ça existe, ça existe. On les embrasse, mais c'est pas le sujet. Mais c'est un peu le cliché. Toi, non, c'est en Isère, c'est du circuit court. La réalité, c'est que l'Isère, c'est un endroit assez cool pour les startups. Il y a une vraie dynamique. Ah ouais, explique-moi pourquoi. Déjà, depuis les années 50, il y a eu beaucoup d'investissements au niveau de la recherche. Il y a eu le CEA, l'INRIA, le CNRS.
Donc il y a une vraie dynamique, il y a des vrais talents. C'est la 5e ville mondiale en termes de brevets par habitant. Donc c'est vraiment énormément de personnes, que ce soit de la recherche ou de l'ingénierie, qui sont vraiment talentueux. Et puis c'est un cadre de vie, c'est-à-dire qu'on a les Alpes, si on est passionné d'escalade, de ski, et ben en fait on vient habiter à Grenoble parce que c'est cool et parce qu'on peut aller faire du ski entre midi et 2. Il y a quelqu'un dans le chat qui faisait remarquer que c'est bien sympa, mais le problème au bout du bout pour le pouvoir d'achat, c'est la vente, c'est le prix de vente en fait. Est-ce que vous arrivez à être compétitif par rapport à des géants de la grande distribution qui jurent la vie de leur mère, qui se battent contre l'inflation ? Alors justement, en fait on est sur un système, 95% des produits laitiers qu'on achète proviennent d'un système de l'industrie laitière qui est en fait le fermier, un collecteur, un transformateur, un grossiste, un supermarché et le consommateur final. Ouais. Ça veut dire Ça, c'est le circuit classique. Ça, c'est le circuit classique. C'est un circuit qui est très long. Et chacun prend du production pognon en à chaque masse, fois. beaucoup de kilomètres. Ouais. Donc, gros impact environnemental et chacun récupère de la valeur. Et donc, nous, on fait fermier consommateur. Et du coup, la marge qu'on récupère, ça nous permet de racheter le lait en direct du fermier jusqu'à 2 fois le prix conventionnel. Donc, c'est intéressant pour le fermier. Ça reste des produits qualitatifs, mais c'est aussi, en fait, ça permet de rendre accessibles les produits fermiers de qualité à n'importe qui. Plus accessible. Ouais. Donc il y a quelqu'un dans le chat qui demandait quel est l'intérêt pour le fermier. Bah, tu viens de l'expliquer du coup. Tout à fait. Je me retourne vers toi, Maya. France Digital, est-ce que vous vous considérez comme un lobby ? Oui, on peut dire ça. Explique-nous. Dans le sens où un lobby, ça sert à quoi ? Ça sert à défendre des intérêts. Ouais. Maintenant, moi, j'aime pas tellement le terme de lobby parce qu'il y a un côté un peu péjoratif, je pense. Je twisterais en disant qu'on est plutôt un lobby d'éducation. C'est-à-dire que nous... J'allais te proposer syndicat, sinon. En fait, je pense que les deux sont corrects. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait in fine ? On a un groupe d'entreprises qu'on va défendre. Et on va porter leurs idées. On va faire comprendre quels sont leurs enjeux. Mais je pense que la différence avec des lobbies peut-être plus classiques qu'on connaît, type le MEDEF qui va défendre des grandes entreprises établies. Ouais. Nous, on est sur les entreprises en création qui cassent un peu les codes et quelque part, elles n'ont pas tellement d'intérêt à défendre puisque c'est pas un groupement de personnes avec beaucoup d'argent, par exemple. C'est plutôt des personnes qui cherchent à faire des choses, qui cherchent à innover. Et notre plus grand enjeu, c'est pas de... Qui cherchent même à perturber des trucs déjà Exactement. établis, des mastodontes du système. C'est un ce peu qu'on poil disait à avec la grande gratter. C'est distribution. vraiment notre ADN. C'est les casse-couilles du... Et notre principal Très enjeu, bien. si tu veux, c'est pas de protéger l'argent de ces personnes, de protéger leur précaré, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on ouvre les chakras, comment est-ce qu'on ouvre le champ des possibles, justement en éduquant sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles manières d'entreprendre. C'est quoi la différence entre France Digital et la French Tech, qui est peut-être un truc que les gens ont déjà entendu sur Internet? Oui, bien sûr. Alors la French Tech, c'est une marque. C'est une marque d'État, c'est une marque française qui sert à désigner tous ceux qui constituent effectivement cet écosystème d'entrepreneurs, d'investisseurs. Nous-mêmes, on est membres de la French Tech. On est la French Tech au global, c'est une marque. D'accord, ok. Nous, ok. France Digital, on a un acteur C'est une privé, organisation, indépendant, qui agit et qui organise, par exemple, comme aujourd'hui, un événement. On a organisé l'Impact Day. C'était Et aujourd'hui à la vocation- Bellevilloise. Exactement. Merci d'être là avec nous aussi ce Eh ben, on soir. est très content de clôturer cette journée avec vous. Combien d'entreprises vous accompagnez, vous, France Digital? Alors, nous, en fait, on représente toutes les startups françaises, donc on représente plus de 13 000 entreprises, plus de 13 000 startups. Et sur l'accompagnement, on a 2000 membres adhérents à l'association, du coup, qui nous financent et qui contribuent et qui participent à nos événements. On a, dans ces membres-là, à la fois des entreprises, mais aussi des fonds d'investissement, parce que ça fait partie des particularités des startups, c'est que pour pouvoir se lancer et prendre des risques, elles ont besoin de financement. Tu peux nous expliquer ce que c'est, ça, un fonds d'investissement, pour ceux qui ne connaissent pas? Loïc, par exemple, disait ça fait 3 ans qu'il travaille sur de la recherche. Pendant cette période de temps, il va développer quelque chose qui va avoir beaucoup de valeur, mais il faut pouvoir financer cette période-là. Et tu ne vas pas le financer en allant chercher des clients, puisque tu n'as encore rien à leur vendre. Donc, D'accord. les banques ne prennent pas le relais parce que c'est beaucoup de risques et ça ne fait pas partie du modèle des banques. Donc, tu as des financeurs intermédiaires qu'on appelle des investisseurs en capital risque pour prendre le risque d'aller justement financer la recherche de Loïc pour qu'il puisse derrière D'accord. lancer son entreprise et avoir un impact. À quoi ça sert de se fédérer quand on est une entreprise? Quand on est un individu, je le comprends tout à fait. Moi, j'ai toujours défendu le modèle associatif, le modèle syndical, les partis politiques. Ça, c'est les corps intermédiaires, d'ailleurs, dont on parle beaucoup en ce moment. Bien sûr. Enfin, dont le président parle pas beaucoup. Mais vous, c'est quoi l'intérêt pour une jeune boîte, une start-up, de se fédérer avec d'autres dans France Digital? Déjà, quand tu lances ton entreprise, tu es souvent seul. Au mieux, tu as des associés, mais voilà, c'est une aventure assez solitaire. Et le fait de se fédérer, déjà, c'est pouvoir partager tes problématiques avec d'autres, avec des pairs.
C'est aussi la possibilité, et c'est vrai que nous, on a un réseau assez hétérogène parce qu'on a à la fois des toutes petites entreprises qui viennent de se lancer, ou des back market qui sont membres de France Digital, qui sont déjà dans 18 pays. Et donc, c'est la possibilité d'apprendre de ce qu'ont fait les autres. Donc, c'est ce partage d'expérience. Et puis aussi, on vit dans un monde où tout est un peu pensé par les grands groupes. Ouais. Et quand on est une petite entreprise jeune qui se développe et qui a un modèle qui change et qui casse les codes, c'est un peu jouer à David contre Goliath. D'ailleurs, le côté David contre Goliath, Camille, est-ce que c'est pas un truc que vous avez anticipé, enfin ce que vous faites vous chez Back Market? Parce que j'imagine que votre modèle de business, il fait chier des grands distributeurs de la tech qui préféraient qu'on l'achète neuf, notre iPhone, plutôt que reconditionné. C'est sûr qu'on n'est pas leur préféré, ça on va pas se dire le contraire. Nous en fait, ce qu'on dit c'est que aujourd'hui, surproduire la tech, ça n'a plus aucun sens. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de pousser les gens déjà à garder plus longtemps leur téléphone ou leur ordinateur quand ils ont besoin de changer, d'acheter du reconditionné et de prendre soin de leurs appareils. Et c'est sûr que pour des boîtes de constructeurs dont le modèle, c'est de vendre le plus possible, ça les arrange pas du tout. Donc aujourd'hui, il y a plein de freins qui sont mis en place par ces boîtes-là pour empêcher sur la réparabilité, par exemple, des iPhones. C'est l'exemple d'Apple qui est assez connu, où ils font pas tout pour nous aider à réparer nos téléphones. Bien sûr que non. Et aujourd'hui, il y a plein de petites barrières qui sont mises en place. Donc on entend beaucoup parler de l'obsolescence programmée. Donc c'est le fait que les logiciels, au bout d'un moment, ils marchent plus sur les appareils parce que l'appareil est soi-disant trop vieux, alors qu'il marche encore. Et ça marche parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 80% des gens qui vont changer leur téléphone alors qu'il marche encore. Justement parce qu'on est poussé, parce qu'il y a aussi l'obsolescence marketing, on nous donnait envie tous les ans de changer. Ouais, sortir un appareil tous les ans, c'est vrai, c'est un bon exemple. Et après, ils vont aussi rendre très difficile l'accès aux pièces détachées. Quand vous voulez réparer un appareil, il faut avoir accès à des bonnes pièces détachées pour que vraiment on arrive à faire durer l'appareil. Et ça, en fait, donc déjà, soit elles ne sont pas disponibles, soit elles sont trop chères, soit il y a des logiciels dans les appareils qui, quand vous changez une pièce qui n'a pas été ultra homologuée par un gros constructeur, dont on taira le nom aussi, en fait, vous avez un message qui dit attention, attention, alors qu'en fait, l'appareil marche complètement. On a l'impression que vous essayez d'apporter des solutions pour le fameux monde plus durable, dont notamment la génération climat, qui est réclamé par la génération climat, un modèle plus durable où on arrête de changer de téléphone tous les 2 ans, où on achète effectivement, on se nourrit en circuit court, où on s'habille différemment. On a l'impression que vous essayez de faire émerger ce monde-là. Mais que ça galère parce qu'en face, vous avez des mastodontes qui ont tellement plus de puissance. Ou alors, je me trompe, ça marche très bien? Alors, mais bien sûr, on a plein de difficultés. Et aujourd'hui, nous, notre grand enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que on atteigne un peu le même modèle que sur la voiture d'occasion. Tu vois, aujourd'hui, les gens, quand ils achètent une voiture, il y en a plus de la moitié qui trouvent ça hyper normal d'acheter de l'occasion. Ils vont même pas aller se dire, on va aller chez un concessionnaire, acheter un truc flambant neuf. Et en fait, on veut que les gens commencent à avoir cet état d'esprit sur la tech, parce que, il n'y a pas de raison. En fait, il y a des gens très très professionnels qui savent réparer ces appareils-là. Allons-y. Et en fait, on se rend compte que ça marche. Back Market, depuis qu'on existe, grâce aux gens qui achètent sur Back Market, il y a 1 million de tonnes de CO2 qui a été évité. C'est environ 1 million d'allées Paris-New York. Donc c'est en avion. D'accord. Vous avez calculé les tonnes de CO2 qui ont été évitées grâce à la vente d'appareils reconditionnés sur la marketplace. Donc c'est tangible. Ça veut dire qu'en fait, n'importe qui, en tant que consommateur, citoyen, on peut faire ce choix-là et ça a un impact concret sur la planète. Donc évidemment, c'est un combat qui est long. Ça passe beaucoup par l'éducation, ça passe beaucoup aussi, tu parlais de la pub, etc. Et c'est aussi un sujet que nous, on aime bien parce qu'en fait, c'est un peu le bras armé de ces constructeurs de tech, c'est de faire des campagnes incroyables avec des photos géniales de leurs appareils qui donnent envie. Et nous, on se dit, OK, on va aller se battre sur ce terrain-là aussi, on va prendre un petit peu d'espace public et on va faire des blagues, puisqu'en fait, il n'y a pas de raison que ce soit trop sérieux, pour essayer de rendre un peu ringard le fait d'acheter du neuf. Il y a un moment, en fait, il faut qu'on collectivement on se dise, il y a des solutions qui existent, tout n'est pas une fatalité. Et ce qui est vraiment cool avec le reconditionné, et évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais c'est ce que je vois tous les jours, c'est que il y a la qualité, puisqu'on a des systèmes de vérification et tout, c'est pas cher. Faut le dire aussi, et c'est durable. Donc pourquoi se priver en fait? Loïc, toi aussi, il y a une espèce de bataille culturelle que vous essayez de mener sur le fait de ne plus aller faire ses courses chez un géant de la consommation et plutôt essayer d'aller faire du circuit court. Il y a une notion de bataille culturelle que vous essayez de mener dans la société? Moi, je pense que la société, elle a envie, en particulier depuis le Covid, on a envie de manger des produits locaux, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution viable, de solution technique. Et nous, c'est ce qu'on apporte, c'est une vraie réponse technologique qui permet de choisir ses produits dans la ferme d'à côté et de les lancer
en fabrication. D'accord, ok. Une question, on parle d'entreprise depuis tout à l'heure. Est-ce que pour vous, l'entreprise, c'est le bon échelon, le bon endroit pour s'engager ? Je pense que clairement, les entreprises privées ont un rôle à jouer dans la société. C'est ce que je disais au départ. C'est que moi, si je me suis engagée en tant qu'entrepreneur moi-même, et si aujourd'hui je suis chez France Digital, c'est parce que j'ai véritablement cette croyance qu'à travers des acteurs privés, on peut radicalement changer des usages. Et on peut changer les usages pour le bien. C'est exactement le cas d'un back market. Ça peut être aussi le cas d'un Blablacar qui a complètement démocratisé le fait de faire de l'autostop et du coup à éviter aussi des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on prend la voiture à plusieurs. Et ça, c'est grâce à une action privée et pas une action d'association. Mais ça peut être la même chose au final. Mais je pense que c'est effectivement contributeur à des gros changements de société. Le fait est que ces grands changements, ils sont quand même vachement générés par beaucoup d'entreprises américaines. Tu disais tout à l'heure, Camille, il y a un vrai combat de marketing, de publicité sur comment est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on vit au quotidien. Et ces grands géants, ils ont tellement de moyens que c'est super écrasant. Et donc la logique même de dire on va créer un France Digital et on va se fédérer, c'est essayer de, nous aussi, avec nos moyens, de se regrouper et de faire changer les mentalités et donner envie aux entrepreneurs d'utiliser leur entreprise comme étant véritablement un moteur de changement de société pour le bien, un moteur un peu européen et pas trop américain. Oui, d'ailleurs, vous avez une dimension européenne, je te donne la parole tout de suite, mais vous avez une dimension européenne aussi, tu peux nous en parler un petit peu, Maya ? Je pense que la dimension européenne, elle est importante. Comme je dis, nous, on veut créer des champions et le marché français par rapport à un marché chinois ou à un marché américain est dérisoire. Si on veut créer des vraies entreprises qui ont un poids, il faut s'attaquer à un marché plus conséquent. Le fait est que l'Europe, c'est plus de 400 millions d'habitants, enfin l'Union européenne, c'est plus de 400 millions d'habitants, et que voilà, c'est ouvert à nous. Et ce qui est un peu dommage d'ailleurs, moi je me rappelle de mes années étudiantes Erasmus où il y avait un véritable sentiment d'appartenance européen. On est capable de construire une Europe à ce niveau-là. Quand on arrive dans le monde de l'entreprise, on se rend compte en fait qu'on est vraiment dans un continent ultra fragmenté. Et donc c'est pour ça que nous, on a envie de jouer ce rôle de dire en fait, il faut réussir à construire des entreprises européennes parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à véritablement faire changer les mentalités, les usages. Camille ? Je voulais juste rebondir sur ce que tu dis sur l'engagement et sur ta question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que les entreprises elles ont un rôle majeur à jouer sur les sujets de lutte contre le réchauffement climatique, etc. Et donc c'est un bon endroit pour s'engager parce que ces entreprises, elles ont aussi besoin d'avoir des gens, des employés qui poussent pour ce changement-là et qui les poussent à s'engager elles-mêmes. Donc ça reste, les entreprises font partie de la société. Et elles auront un rôle à jouer, et les gens qui travaillent pour ces entreprises peuvent aussi être moteurs de changement à l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que les entreprises ont déjà trop de place dans la société ? Qu'on est une société trop capitaliste, où il y a trop d'entreprises, et on n'a pas besoin d'entreprises en plus pour venir régler les problèmes posés par d'autres entreprises ? Je pense que ce qu'il faut, c'est un peu toute la question de lutter contre le système ou lutter à l'intérieur du système. Et j'ai pas la réponse absolue, je pense qu'il faut les deux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui font des choses et qui s'engagent et qui développent, comme pas mal d'entreprises qui sont à France Digital, qui développent en fait des solutions pour réduire cet impact-là. Donc ça, c'est déjà super chouette. Et il y a de plus en plus de modèles qui existent de boîtes comme ça. Et puis après, il y a des entreprises qui ont des modèles plus traditionnels, peut-être plus polluants. Et en fait, elles existent, elles prennent beaucoup de place. Donc en fait, on ne va pas les éradiquer du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça marche, même si ça serait plus simple parfois. Donc il faut en fait qu'on se dise ok, quels sont les moyens et essayer de générer du changement de l'intérieur aussi. Ça peut être une solution. Et pour rebondir, je pense que en plus la start-up en particulier, elle a un peu cette espèce de laboratoire d'expérimentation où tu vas tester des choses. Tu vas effectivement développer des nouveaux produits autour de l'intelligence artificielle par exemple, mais aussi même tu vas créer des nouvelles expériences collaborateurs. Et il y a un peu les nouveaux métiers qui apparaissent en start-up. Tu as aussi des nouvelles façons de travailler, les semaines de 4 jours, le télétravail. Tout ça, c'est grâce au numérique, c'est grâce aux start-up. Et je pense que voilà, en prenant le risque de tester des choses, on arrivera à changer le système. Et donc, ce n'est pas des entreprises simplement qui s'ajoutent à d'autres, c'est des nouvelles formes d'entreprises. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Loïc, toi aussi, c'est un peu ce pourquoi tu prêches, une nouvelle forme d'entreprise pour damer le pion à la grande distribution ? Oui, mais de manière générale, je trouve que ce que j'aime bien dans la start-up, c'est que face à un problème, que ce soit l'impact ou l'injustice sociale, on peut aller faire des manifs, on peut se plaindre, mais on peut aussi avoir des idées, réfléchir à des solutions et les apporter. Et la start-up, par rapport au modèle d'entreprise plus traditionnel, c'est n'importe qui peut avoir une idée, la poser sur la table, essayer de ramener des investisseurs et essayer de la développer. Voilà, chacun de nous peut trouver des solutions et résoudre des problèmes. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, je croyais que tu voulais rajouter quelque chose. Juste
Pour continuer, c'est-à-dire que dans les années 50, l'État il a investi massivement sur des projets, le TGV, le nucléaire, Airbus, etc. Et c'est vraiment des solutions qui ont été mises en place du coup, par l'État pour développer des solutions pour tout un chacun. Et là, maintenant, au XXIe siècle, on est... c'est presque un acte citoyen, c'est-à-dire chaque citoyen peut lui-même lancer... on peut dire Elon Musk a lancé une agence spatiale. Pas tous les moyens d'Elon Musk, on ne peut pas tous lancer une agence mais spatiale. Elon Musk, il est parti de rien, et tout le monde peut partir de rien. Il avait un peu de fric quand même, le bonhomme. Il en a eu, mais quand il a démarré, il a fait un premier logiciel qu'il a vendu 1 000 €. Après, il a créé une première start-up, et puis C'est un modèle pour toi, Elon Musk ? Non, mais pour compléter quand même ce que dit Loïc et quand même l'appuyer, c'est vrai que ce qu'on voit en France, c'est qu'on a un CAC 40 qui est composé d'entreprises du 19e siècle. Là où ce que tu vois aux États-Unis, les plus grosses capitalisations boursières au monde, les plus gros succès, c'est des entreprises qui ont moins de 20 ans. Donc en fait, aujourd'hui, avec justement les nouveaux outils, notamment la technologie, on a les moyens d'aller encore plus vite, et d'accélérer et de complètement changer les usages. Est-ce que vous croyez à la Startup Nation ? Est-ce que ça a du sens pour vous, ça ? C'était le slogan qu'avait lancé Emmanuel Macron quand il était candidat en 2016. L'idée d'avoir une nation start-up, que la France soit un des grands pays de start-up en Europe, etc. Est-ce que vous y croyez ? Je pense que de manière générale, la start-up, c'est un nouveau modèle économique dans lequel chaque citoyen peut prendre sa place et qu'il faut valoriser. Et c'est une nouvelle dynamique aussi. Et si on ne la saisit pas, on va prendre du retard sur pas mal de sujets. Ouais, moi, je suis pour cette histoire de dynamique, d'envie de prendre des risques pour changer et innover et accélérer parfois. Après, est-ce que c'est une nation ? Je ne sais pas, non, mais en tout cas, l'esprit qu'il y a derrière, je pense, c'est positif parce que c'est un esprit de progrès, de changement. Est-ce que tu bases le succès d'une entreprise uniquement sur sa capitalisation boursière ? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de la journée qu'on a fait aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est comment... Alors, il y a des entreprises qui, by design, enfin, de base, comme Back Market, ont un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre. Tu saisis l'impact. Maintenant, tu as des entreprises, si tu as décidé de développer un outil de gestion comptable, c'est déjà très bien d'ailleurs de vouloir développer un outil de gestion comptable, de se lancer. J'ai envie de dire, il y a des startups qui ne sont pas un impact, mais qui sont quand même de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, des startups, c'est quoi en France ? C'est plus d'1 million d'emplois. Donc déjà, rien qu'avec ça, déjà, tu apportes de la valeur, tu crées des emplois. Mais donc, la journée d'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que n'importe quelle entreprise, en tout cas les salariés des entreprises, ont envie de plus de responsabilité et vont vraiment travailler ce qu'on appelle l'ESG, la RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et comment à travers chaque métier, on peut avoir un impact positif. Comment est-ce qu'on peut mieux gérer ces ressources humaines pour en fait... Alors c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'avoir un impact positif sur le monde, ça peut venir de la technologie qu'on développe et des produits qu'on propose, mais ça peut aussi valoir ça peut sortir de comment est-ce qu'on gère son entreprise. Est-ce qu'une start-up, c'est une entreprise ? Est-ce que les start-up que vous, France Digital, vous accompagnez, c'est des start-up qui ont aussi des méthodes de gestion des ressources humaines différentes des grandes entreprises ? J'aurais envie de dire oui, mais alors c'est pas tout à fait vrai. En fait, quand on fait le bilan, on a fait une étude là au mois de juin pour justement voir qui travaille en start-up. Le fait est, c'est qu'on reproduit quand même beaucoup de biais qu'on voit déjà dans l'économie. Au final, il n'y a quand même pas assez de femmes à des postes de direction. Ouais, j'allais demander il y a un manque salariale. de diversité. Et ça, je pense qu'il y a un enjeu à continuer à se mesurer. La force d'une start-up, tout de même, c'est cette capacité à changer très rapidement. Et donc, à partir du moment où tu vois qu'il y a un problème, tu trouves une solution. C'est vraiment la mentalité dont tu parlais, Loïc. Et je pense que c'est un super, encore une fois, échantillon laboratoire où... on sait qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'on fait en fait pour attirer des profils plus divers ? Et ce qu'on voit en tout cas, et c'était vraiment tout l'enjeu de la journée d'aujourd'hui, c'est que c'est une vraie préoccupation de tous les salariés. Camille, comment est-ce que France Digital vous accompagne ? Ça ressemble à quoi ? Alors nous, Maya en parlait un petit peu tout à l'heure, mais en fait, nous, on travaille beaucoup avec France Digital. Déjà, on profite du réseau. Il y a quand même un gros échange de bonnes pratiques, mais sur tous les sujets. Par exemple, moi, je me sers de France Digital dans mon job sur l'impact pour discuter avec les autres personnes qui s'occupent de ça. Et donc, on s'entraide, on regarde les bonnes pratiques. Après, ils ont créé aussi une commission affaires publiques. Donc, en gros, ça veut dire qu'on va se fixer des objectifs ensemble pour faire évoluer les politiques publiques sur certains sujets. Et on va y aller en groupe. Tu parlais ça sert à quoi de se fédérer ? Ouais. Ça sert à ça, en fait, de aussi montrer que des changements de loi, ça peut aider plein de gens, ça peut créer des emplois, ça peut permettre de l'impact. Et nous, c'est comme ça qu'on bosse avec France Digital. Et on va travailler ensemble sur les élections européennes qui arrivent d'ailleurs sur plein de sujets. Ouais. Tout à l'heure, on recevra notre invité politique, ce sera le ministre de l'Industrie. On a des questions à lui poser, notamment sur la décarbonation de l'économie. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec des responsables politiques ? Alors oui, nous aussi, on a en interne des gens qui gèrent ça. Des lobbyistes ?
Oui, ça s'appelle des lobbyistes. Alors, j'utilise pas le mot parce que les gens, ça les fait un peu flipper en général quand on parle de C'est lobbyistes. flippant, ouais, mais... Mais faut savoir que C'est le lobby... positif le lobby, faut arrêter. Parfois c'est Ouais. intéressant de faire ce travail d'éducation. On va frapper à la porte et on est un peu chiant en disant regardez ce qu'on fait et regardez ce qu'il faut faire. Ouais, et puis pour vous donner un exemple très concret, nous, nos lobbyistes chez Back Market, ils vont à Bruxelles, ils vont expliquer en fait que il faut favoriser l'économie circulaire parce qu'en fait, ça sert à rien de continuer à produire comme si on avait des ressources illimitées et créons des lois qui vont permettre déjà de mieux informer les consommateurs. On entend beaucoup parler de greenwashing, etc. Comment on empêche les boîtes de faire ça ? En fait, en réglementant aussi, parce qu'elles ne le feront pas forcément de même si ça leur sert. Il y a aussi la question de... Parce qu'on entend vachement parler de la TVA verte. C'est Oui, comment, la TVA en fait, verte, ouais. comment, en fait, on ne pénalise pas les produits qui vont avoir un impact positif sur la planète versus des produits qui sont plutôt dans la destruction de ressources. Donc, par exemple, ce que font les fermiers qui bossent avec vous, pourquoi, en fait, il y aurait le même niveau de taxation que des choses qui sortent de gros groupes agroalimentaires qui vont se faire énormément de profits sur des petits producteurs. Oui, récemment d'ailleurs, dans le budget 2024, il y a eu une réduction de la TVA pour les événements e-sport qui vont du coup avoir le même. C'est un exemple de lobbyistes qui ont réussi à obtenir ça bien sûr. de la part du gouvernement. Même s'ils sont passés par 49.3, ils ont quand même gardé cet amendement-là. Toi, Maya, c'est quelque chose que... Qu'est-ce que tu dis aux politiques quand tu les rencontres ? Alors, d'ailleurs, on peut les rencontrer justement parce qu'on est fédéré et c'est vrai qu'on rencontre régulièrement des députés français, les différents ministres, les équipes des ministres, aussi les députés au niveau européen. On a tellement de combats en parallèle parce qu'on représente tellement d'entreprises, ce serait compliqué de tout dire, de tout décrire. Mais s'il y a un seul combat, je pense, qu'il faut arriver à mener, c'est ayez confiance dans les startups. Parce que c'est vrai qu'on prend des risques, mais il faut nous permettre de pouvoir prendre ces risques. Et de quoi on a besoin ? On a besoin d'argent, mais on a surtout besoin de clients, en fait, en tant qu'entreprise. Et c'est vrai que... Ça, c'est pas à l'État de vous les apporter, si ? Pardon ? C'est pas à l'État, c'est pas au gouvernement de vous les apporter, les clients. Je pense qu'en fait, l'État peut faire effet de levier pour justement nous aider à la création de la marque French Tech, c'est un parfait exemple de comment est-ce qu'on a réussi à collaborer avec l'État. C'est dire, en fait, on existe. Il faut que vous nous aidiez à exister sur l'échiquier international et montrer qu'en fait, on a une valeur ajoutée en tant qu'entreprise française. Et la création de cette marque commune, qui est une marque d'État tout de même, ça a été un super travail collectif qui nous a permis d'exister. Ça peut être, ne serait-ce que ça, c'est donner confiance en disant achetez du Made in France et achetez de la tech française. Loïc, toi, tu es docteur en intelligence artificielle. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle, ça t'aide dans l'entreprise Fermi ? Alors, du coup, oui, j'ai fait un doctorat en intelligence artificielle. J'avais fait ma start-up d'avant, donc c'était sur la vision pour les voitures autonomes. Donc, juste pour bien comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est pouvoir voir le piéton avant de l'écraser ou détecter que la personne est en train de s'endormir au volant. Ouais. C'est des choses très concrètes. Là, à Fermi, c'est ce qu'on a pu mettre au point, l'atelier de transformation autonome, qui permet à la ferme de faire des produits sans surcharge de travail pour l'éleveur. C'est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. C'est tout un ensemble de robotiques qui sont contrôlées par de la vision, mais c'est aussi un problème assez complexe, c'est-à-dire arriver à faire matcher, à faire correspondre l'offre et la demande. C'est-à-dire que s'il y a dans une journée 100 personnes qui commandent en même temps à la ferme, un qui veut des yaourts, du fromage blanc, de la crème, etc., comment faire pour lancer la production ? Nous, concrètement, à la ferme, il y a 20 litres qui arrivent toutes les demi-heures et à chaque instant, on doit décider qu'est-ce qu'on lance maintenant pour pouvoir correspondre parfaitement à la demande. Et ça, c'est des problématiques complexes qui sont résolues par l'intelligence artificielle en particulier. Et ça évite le gaspillage alimentaire, du coup, j'imagine ? Exactement, c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire qu'un fermier qui fait que des yaourts, si demain il n'a pas de vente, il se retrouve avec un gros tas de yaourts qui ne sait pas quoi en faire. Ici, avec cette solution, on fabrique vraiment à la demande et du coup, on fabrique que ce dont on a besoin. Camille, vous essayez de faire de la pédagogie aussi sur la réparabilité. On en a rapidement parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors justement, ça se joue beaucoup au niveau réglementaire aussi. C'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément accès aux bonnes pièces, c'est difficile. Il n'y a pas d'éco-conception aussi. C'est-à-dire que même si certains appareils sont plus réparables aujourd'hui qu'ils l'étaient avant, c'est encore très, très, très compliqué. Donc nous, en fait, on essaie de promouvoir cette réparabilité-là, de faire en sorte que ça soit plus facile pour les réparateurs, les reconditionneurs de faire leur métier. En fait, et puis ça se traduit par plein de choses. Nous, par exemple, on a un laboratoire de recherche chez Back Market. Pour vous donner un exemple, quand il y a un nouveau smartphone qui sort, on le commande, on le démonte, on regarde comment on peut le remonter, comment on peut le réparer, et puis on transmet les informations aux réparateurs
pour qu'ils puissent justement mieux réparer. Mais il y a un immense enjeu aujourd'hui sur ces sujets-là, parce qu'il faut qu'on garde nos appareils le plus longtemps possible. Bah surtout que parfois, réparer coûte beaucoup plus cher que d'acheter quelque chose de neuf. Et donc, en fait, il y a ce côté un peu contre-intuitif où tu te dis pourquoi j'ai m'embêter. Mais ça fait justement partie de ces sujets sur lesquels nous, on essaie d'agir. Comme je vous disais tout à l'heure, le sujet sur les pièces détachées, il est énorme, parce que en fait, les constructeurs mettent des prix très, très élevés sur les pièces détachées quand elles sont disponibles, parce que souvent, en fait, l'obsolescence, ça passe aussi par ça, par arrêter la production. Mais quand elles sont disponibles, elles sont très chères. Donc, pour un réparateur, ça devient très compliqué d'acheter ces pièces d'origine parce que ça n'a plus d'intérêt, en fait. Et en plus, il y a des études qui disent que si le prix de la réparation est supérieur à un tiers du prix de l'appareil neuf, la personne va renoncer. Donc, il y a un gros sujet là-dessus à faire. Et ça passe aussi sur comment on raconte et on explique et on montre les preuves de cet impact de la production. C'est-à-dire ce que ça veut dire sur l'extraction des matières premières, par exemple. On entend parler des terres rares, etc. Ça veut dire plein d'écosystèmes qui sont détruits. Sur la consommation en eau, on ne sait pas, par exemple, mais fabriquer un téléphone, ça utilise énormément d'eau. On avait calculé pour s'amuser, c'était la consommation journalière d'un être humain pendant 102 ans. Là, fabriquer un téléphone. C'est quand même des impacts qui sont assez concrets. Tu parles des terres rares. Est-ce que vous croyez vraiment sincèrement que l'entreprise peut jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique, ou est-ce que c'est un obstacle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un pays comme le nôtre? Je pense qu'à la fois, tu as une forme de motivation des entrepreneurs à vouloir trouver des solutions, à aller dans ce sens-là. Et en fait, on va de toute façon être contraint. Et les entreprises vont s'adapter à ça. Et aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un modèle sur le long terme si effectivement ton modèle repose sur la consommation d'eau et qu'en fait on n'a plus d'eau à la fin, ton modèle ne marche plus. Donc de base, l'entreprise doit s'adapter. On a reçu pas mal de politiques sur le plateau de Backseat nous expliquer que la France était un pays dans lequel on ne peut pas entreprendre, il y a trop de normes, il y a trop de charges, etc. Vous avez l'air de démontrer que c'est l'inverse, en fait, que la France c'est un paradis entrepreneurial. C'est vrai qu'on a Vrai ou faux, Loïc? C'est vrai qu'on a une vraie chance, c'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, il y a une vraie démarche, c'est-à-dire que aux États-Unis, dans la Silicon Valley, il y a eu des très belles entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent et il y a un système qui fait que les anciens entrepreneurs investissent massivement dans les nouveaux projets. Nous, en France, on avait un gros retard et du coup, on a mis en place, moi, j'ai rien mis en place, mais l'État a mis en place un système où on met de l'argent dans toutes les bonnes idées qui arrivent et c'est hyper confortable pour démarrer un projet. Ça permet de faire émerger toutes les startups qu'on a actuellement. Mais il y a encore du boulot à faire parce qu'effectivement, on a du mal encore à faire des géants. Bon, il y a Back Market qui a bien réussi, mais voilà, il en faudrait beaucoup plus. Et voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui nous fait remarquer que Xavier Niel disait il disait sur France Inter que la France était un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Xavier Niel avait dit ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, moi je pense que la France, effectivement, est devenue un pays où il est possible d'entreprendre et surtout d'être ambitieux et de rêver grand, clairement, et en tout cas plus qu'il y a 20 ans. Et moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans cet écosystème des startups et je vois vraiment la différence d'ambition et de capacité à passer à l'échelle de nos entreprises. Maintenant, il y a encore effectivement plein de freins et il n'est pas du tout rare, moi, quand je fais des voyages à l'étranger ou quand je rencontre des étrangers qui me disent « Ah ouais, la France, mais c'est trop compliqué, quoi. » Et nous, c'est vrai qu'on a sorti un rapport l'année dernière, c'était 100 propositions de simplification administrative parce que ça reste encore hyper compliqué, même si ça a progressé. Qu'est-ce que tu as comme exemple de complexité administrative? Déjà, juste faire un contrat, les différents types de contrats de travail. Il y a aussi... Contrat de travail, si c'est protecteur pour les salariés, c'est pas très grave qu'il y en ait différents, tu vois. Je suis complètement d'accord. Okay. C'est juste que, imaginons, tu es une entreprise, typiquement Back Market. Et là, c'est le côté européen qui parle. Tu souhaites ouvrir des bureaux dans différents pays, tu souhaites faire des contrats avec des personnes de différents pays en Europe. C'est à chaque fois une nouvelle administration, c'est hyper complexe, il n'y a aucune passerelle. Et donc, c'est un véritable casse-tête pour n'importe quel DRH. Est-ce que vous bossez avec d'autres structures, comme par exemple des associations, des coopératives, des choses comme ça, ou est-ce que les startups restent entre elles? Vous êtes dans un maillage fin de partenariat ou Ah ben non, oui, parce qu'en fait, on essaie de se créer un changement culturel sur la consommation de la tech, donc il faut qu'on parle avec tout le monde. On bosse avec des associations aussi, notamment sur la fracture numérique, donc les gens qui n'ont justement pas accès à la tech. En France, on bosse avec Emmaüs Connect, par exemple, qui est une association qui est spécialisée là-dedans. On bosse aussi sur la lutte contre le déchet électronique, qui est le flux de déchets qui augmente le plus vite aujourd'hui. C'est des dizaines de millions de tonnes de déchets tous les ans.
Et on travaille aussi avec l'écosystème qui permet de faire de la réinsertion par le travail de reconditionnement. Donc on travaille à Paris, on travaille avec le CFA du Créteil, qui va former des gens qui vont aller bosser chez les reconditionneurs, qui vont permettre justement d'alimenter ce secteur qui crée des emplois et qui permet aussi d'avoir un impact positif sur la planète. Je regarde un petit peu le chat, il y a beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de scepticisme quand même dans le chat. Le public est assez sceptique sur les startups, sur leur environnement, sur leur jargon, etc. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour essayer de recoller les morceaux avec peut-être une génération qui n'y croit pas un quart de seconde à tout ce que vous dites? J'ai des preuves. Vas-y. Alors nous, sur la question, mon boulot chez Back Market, c'est de mesurer l'impact et justement en fait montrer qu'on a des preuves et que ça a vraiment un impact positif. Donc on a fait des études scientifiques qui ont permis de montrer ces impacts-là. Après, sur la start-up en général, c'est un peu difficile aussi pour moi d'en parler. Moi, je suis bosse chez Back Market, qui est une start-up qui a un impact positif par son ADN, mais je pense qu'il y a plein d'idées super bonnes pour pour améliorer les impacts, pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. Et qu'il faut aussi choisir et soutenir ces boîtes-là. Alors, pour le reconditionner, je ne parle pas particulièrement de Back Market, mais globalement, aller plutôt réfléchir à sa façon de consommer, etc. C'est aussi une façon de soutenir ces boîtes-là et ça permet d'avoir un impact qui est concret, malgré le fait qu'on soit tous des suppôts du grand capital. Ouais. Simplement, je dis, il faut aller sur le site de France Digital. On a sorti aujourd'hui une cartographie d'un peu plus de 1000 entreprises à impact. Donc déjà, allez voir la liste de ces entreprises, vous allez voir qu'elles apportent des solutions ultra concrètes pour la société. Primo. Et puis après, je comprends le scepticisme. Il y a un truc, et puis moi, ça fait longtemps que je suis dans ce secteur-là, où à un moment, il a fallu exister, et l'image qu'on peut avoir d'une start-up, le start-upper, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le start-upper qui sort de grande école, ou alors un geekos avec son suite à capuche qui est sur son ordinateur en train de coder. En fait, il y a des clichés qui sont apparus, mais les clichés, parfois, sont nécessaires. C'est un peu un outil marketing de dire « Hé, on existe ». Voici à quoi on ressemble. Mais après, quand on regarde un peu plus près dans les chiffres, c'est ce que j'allais te demander. Parisiens, c'est pas tout à fait le cas. La moitié des startups aujourd'hui, elles se créent en dehors d'Île-de-France. Alors oui, ça a mis du temps pour se créer en région, mais la tendance est plutôt à l'accélération. En fait, c'est juste le temps que ça se démocratise et que ça sorte de cette espèce de ce petit cercle d'origine, mais c'est plus du tout la même chose qu'il y a 10 ans. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. C'est justement ce que j'allais te demander sur la représentativité dans ce monde-là. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup des blancs sortis d'écoles de commerce, des hommes la plupart du temps? Est-ce que ce cliché-là, il est vrai ou pas? Je te cache pas qu'à 60%, les profils qui sont en start-up, ils sont diplômés Bac+5. Donc on est quand même, déjà, on est sur une forme d'élitisme, clairement. Ouais. Maintenant, il y a je pense aussi du fait que c'est un environnement qui est assez peu connu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un réflexe pour effectivement les personnes qui sortent de grandes écoles de se dire tiens, pourquoi pas aller travailler en start-up? Je pense que ça allait beaucoup moins pour d'autres formations, alors qu'en fait, le besoin de ces entreprises-là, il est multiple. Il manque cruellement de talents, et pas forcément des talents ultra diplômés, et pas forcément des talents qui habitent en Île-de-France. Est-ce que c'est vrai de dire que si on est noir et qu'on vit en banlieue, on aura beaucoup moins de chances de percer dans le monde des start-up? Loïc? Pour moi, c'est pareil que dans le reste des entreprises. Et effectivement, même si on n'est pas forcément en Bac+5 et un génie en informatique, on voit bien des anciennes startups comme Amazon qui recrutent énormément, des startups dans Deliveroo, ou toutes ces startups qui font que les startups matures au bout d'un moment embauchent autre chose que juste des Bac+5 ou des Bac+8 spécialisés en informatique ou en produit marketing. Et voilà, c'est juste une question d'étape. Camille? Alors nous, on a la moitié de nos équipes qui sont à Bordeaux aujourd'hui, où il y a un gros écosystème tech à Bordeaux. Je savais pas. Depuis longtemps, en fait, il y a un incubateur qui s'appelle Darwin qui est là depuis très longtemps, et Back Market a été en partie incubé à Bordeaux. Donc on n'est pas que parisien, notre CEO habite à Bordeaux d'ailleurs aussi, donc c'est aussi cool que ça soit pas que centralisé à Paris. Après. Oui, c'est sûr qu'il y a un gros écosystème à Paris qui existe, qui est lié aussi au fait qu'il y a une concentration d'expertise aussi, mine de rien, à Paris, quoi. Merci beaucoup à tous les trois. Une dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour celles et ceux qui vous ont écouté? C'est quoi vos sites internet, vos réseaux sociaux, tout ça, France Digital? Alors, France Digital avec un E, à francedigital.org. francedigital.org. Backmarket.fr. Backmarket.fr. Et Fermi, FIRME.io. Fermi.io. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais vous laisser quitter le plateau. On va rebalancer un petit générique et c'est la suite de Backseat qui reprend tout de suite après.
Merci.